Alors, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chers frères et sœurs guinéens de la Guinée, de la diaspora, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Recevez mes salutations fraternelles et amicales avec respect et considération. La promesse est une dette. On attend qu'il y ait un peu plus de personnes. Nous voulons parler de la visite du chef de la transition guinéenne, le président de la transition guinéenne du côté d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, parce que je vois moins d'analyses dans la presse guinéenne, moins de commentaires. Voilà, je me pose la question, mais pourquoi? Tout le monde se contente d'ailleurs, c'est la physionomie de la presse guinéenne aujourd'hui. Les médias guinéens se contentent de relayer ce que les services de communication officiels du gouvernement de transition leur transmet. Donc, ils sont devenus des canaux de transmission, voilà, des relais pour les médias étatiques. Voilà, des relais pour les médias étatiques. Mais nous allons essayer d'analyser la situation pour que vous compreniez profondément ce qui en est exactement. On attend qu'il y ait un peu plus de personnes. Partagez le live pour qu'il y ait un maximum de personnes qui suivent cette vidéo pour comprendre véritablement de quoi est-ce qu'il s'agit. Et voilà quoi, que les autorités peut-être eux-mêmes ils ne comprennent pas. Voilà, ça va vous surprendre. Ceux qui ont été reçus du côté d'Abidjan, eux-mêmes ne comprennent pas ce dans quoi ils sont, d'une certaine manière. Mais nous allons vous aider à comprendre. Je n'ai pas le monopole de la vérité, mais je sais que vous êtes des personnes réfléchies, des personnes intelligentes. Vous allez comprendre, c'est-à-dire à travers les explications que je vais donner, et vous allez parvenir à faire vos propres analyses. D'accord? Moi, je fais le truc pour vous aider à mieux comprendre la situation. Et chacun, après, va tirer ses propres conclusions. D'accord? Ça, c'est important. Et j'ai promis de faire, j'ai déjà fini l'article. Je suis sur les dernières corrections là. Voilà, je vais finir, mais après la vidéo, j'apporte une dernière correction là-dessus, une dernière lecture de l'article. Et après, je mets en ligne, pour ceux qui n'auront pas le temps de suivre la vidéo, ou ceux qui ont la facilité de regarder la vidéo vont comprendre la vidéo. Ceux qui sont pour la lecture, ceux-ci vont lire le texte et comprendre véritablement de quoi est-ce qu'il s'agit. Puisque on a l'impression même que les intellectuels guinéens, en tout cas pour la plupart qui sont sous le CNRD, ont, disons, épousé la facilité où tout le monde se détourne de l'essentiel. Personne ne veut apporter un regard critique sur la gestion de la transition, sur les actes que posent les autorités de la transition. Alors, on est à quelques 160 ou plus maintenant là, on va démarrer, c'est intéressant. Partagez la vidéo, voilà, partagez la vidéo et essayez de mettre les cœurs pour éviter que notre direct soit signalé par les esprits négatifs. D'accord? On va évoluer. Vous avez vu le titre du direct, non? Je crois que vous avez vu le titre. San Pedro, Nimba, Conakry. Un vieux corridor réactivé, une souveraineté en danger. Pour ceux qui ne le savent pas, certainement vous avez entendu parler. Je ne voudrais pas réveiller des histoires qui font polémique dans notre pays, mais pour précision importante, on va commencer par l'histoire et revenir à l'actualité. Vous savez, après l'accession de la Guinée à l'indépendance en 1958, comme vous le savez très bien, la France qui était
catégoriquement opposé à ce choix d'Ahmed Sékou Touré, à cette option que la Guinée a préférée, donc le non à la communauté française pour l'acquisition de notre indépendance totale, avec cette affirmation que tout le monde maîtrise par cœur: nous préférons la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage. D'accord? Après l'accession de la Guinée à l'indépendance, il y a eu, non seulement la Guinée a été isolée, par la France a mené toutes les démarches possibles pour isoler la Guinée, pour, n'est-ce pas, créer le chaos avec le nouveau gouvernement, pour, disons, créer une sorte de désordre pour que la France puisse revenir en force et en puissance pour reprendre la situation en main. Parce que la Guinée, c'est un potentiel, c'est un pays important pour la France. Et d'ailleurs, c'est un pays très important d'ailleurs dans la géopolitique mondiale à cause de nos ressources minières. Donc après l'accession de la Guinée à l'indépendance, il y a eu effectivement des tentatives de coup d'État, comme d'ailleurs nous l'apprenons dans les livres d'histoire. La mémoire de Jacques Foccart. Jacques Foccart, vous avez appris énormément de choses. Il y a d'autres auteurs français et même africains, des auteurs guinéens qui ont reconnu effectivement que la France a manœuvré dans tous les sens pour faire tomber le régime de la révolution de feu Ahmed Sékou Touré. Il y a eu donc la préparation de plusieurs projets de coup d'État visant à renverser Ahmed Sékou Touré. Mais qu'est-ce qui a accéléré un peu les choses, selon ce que nous apprenons de l'histoire? Lorsque Ahmed Sékou Touré, pour la petite histoire, l'usine de Fria était dirigée par les Français. Sauf que la société Ruissal Fria, pardon, avant que ce soit Fria, le Ruissal, mais la société Frigia de Fria, avant que les Russes ne prennent, voilà, c'était les Français qui étaient là. Sauf que la société qui gérait là était en grande partie détenue par des Américains. Mais à l'époque, la Guinée n'avait que 9% de partition dans cette société. Et quand la Guinée a eu son indépendance, la France qui était contrainte de quitter la Guinée, donc ils sont partis avec tout le trésor. C'est-à-dire que toute la monnaie coloniale dont disposait la Guinée. Donc ils ont tout pris, toute la liquidité, ils ont tout pris en direction du Sénégal. La Guinée était obligée de se rabattre sur d'autres partenaires, notamment les pays de l'Est, pour asseoir les bases d'une économie autonome. Donc un jeune État qui cherchait à poser les bases de son économie, les racines de son économie en tant qu'État indépendant et État souverain. C'est à cette époque précisément, je l'ai dit une fois, que Kwame Nkrumah, qui était très attaché, l'un des chantres du panafricanisme en Afrique, ce sont disons, les disciples de d'autres grands panafricanistes que vous connaissez à travers le monde. Kwame était très attaché à Sékou, donc il a conseillé à Sékou. D'ailleurs, ils ont même à cette époque-là inscrit des budgets, des dépenses dans le budget du Ghana pour venir en aide à la Guinée économiquement. Après, Kwame a posé la question à Sékou de voir un peu, de revoir le contrat de Fria, de l'usine de Fria, pour connaître effectivement quelle est la partition de l'État guinéen. Et c'est à cette époque-là qu'il a été demandé, puisque la bauxite, les réserves à cette époque-là, les industries occidentales avaient besoin des matières premières qui allaient entrer dans la fabrication, dans le fonctionnement des industries d'automobiles, etc., d'autres industries. Donc, ce n'était pas le fer véritablement qui était important à cette époque-là. C'est pourquoi le monde Simandou, Moneba, rien de tout ça n'avait été exploité sous feu Ahmed Sékou Touré. Donc, il s'est rabattu, puisque c'est la bauxite qui était beaucoup plus sollicitée en son temps, donc il a valorisé la bauxite. Eh bien, puisque la Guinée n'avait que 9% dans le projet de Fria, il a envoyé
Feu Diallo Telli rencontrer le président américain d'alors pour essayer de voir comment est-ce que les États-Unis allaient s'intéresser à la Guinée, notamment à l'exploitation des minerais de bauxite. Et pour éviter des conflits avec la France, donc eux, ils ont créé le contact avec Rockefeller. C'est Telli qui a été envoyé en mission pour ça. Donc, ils ont négocié avec Rockefeller qui est venu en Guinée et qui a implanté, bref, pour couper court en fait, qui a implanté la CBG avec une partition de l'État guinéen de 49%. Après l'acquisition des 49% par l'État guinéen a donc tenu à ce que le contrat de FRIA également soit renégocié. C'est-à-dire que les 9% soient rehaussés. Bref, ça c'est un truc comme ça. Puisque les Américains donc ont une bonne partie des minerais de bauxite de la Guinée, la France étant donc perdante face à cette situation, s'est rabattue sur deux présidents ouest-africains, notamment Léopold Sédar Senghor et le président Félix Houphouët-Boigny. Donc ces deux présidents de la sous-région ont servi de rempart, ont servi en tout cas d'instrument pour la France, pour tenter de renverser le régime de feu Ahmed Sékou Touré. C'est dans cette dynamique-là, parce que la France voulait coûte que coûte, à son tour, avoir une même mise sur le minerai de fer du Mont Nimba. Comment le faire? Et donc, il fallait passer par ce projet de coup d'État contre le régime de feu Ahmed Sékou Touré, pour réussir à renverser Sékou, et bien mettre en place, donc, avoir un projet avec la Guinée pour développer un projet minéralier du côté du Mont Nimba. Et cette fois-ci, transporter les minéraux à partir de la Côte d'Ivoire. D'où la construction du port de San Pedro en 1970. Les travaux ont été lancés, je crois, en 1968, au mois d'août 68, je crois, le port de San Pedro. Et 2 ans après, le port a été inauguré. L'objectif principal, en fait, la vision qui était derrière la construction de ce port par les Français, donc ce sont les Français qui ont construit le port de San Pedro. L'objectif qui était derrière, c'était justement procéder au transport des minerais de fer du Mont Nimba à San Pedro. C'est-à-dire, une fois que la France réussissait, les autorités françaises d'alors réussissaient leur plan de renversement du régime de Conakry, ils allaient donc avoir une même sorte, ils allaient avoir une même mise sur ces minerais de fer. Donc ils allaient passer par des procédés pour avoir une même mise sur le minerai de fer de Nimba, et donc créer un chemin de fer entre San Pedro et le Mont Nimba du côté de Lola, pour que les exploitations minières du Mont Nimba, donc que ce corridor soit utilisé pour expédier nos minerais de fer. Voilà l'objectif de la construction de ce port de San Pedro. Sinon, il y avait, en 1970, le port d'Abidjan était déjà là. Un port qui a été construit en 1938. D'accord? Le port d'Abidjan, je crois, c'est oui, dans les années 1938. Si j'ai bonne mémoire, si je ne me trompe. Et celui de San Pedro, pourquoi avoir ce port de San Pedro alors qu'il n'y a pas de zone minière de ce côté-là? Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Le port d'Abidjan est 2 fois, voire 3 fois, voire 4 fois, voire 10 fois plus important que le port de San Pedro. Pourquoi vouloir d'un deuxième port loin à l'intérieur du pays, loin de la capitale, s'il n'y avait pas un autre objectif derrière? Et donc c'est ce que je vous dis là. L'objectif qui était derrière, c'était justement pour utiliser le port de San Pedro dans le cadre de l'exploitation des minerais de fer du Mont Nimba, que les minerais soient transportés du côté de San Pedro et être vendus ailleurs. C'est ce qui a motivé. Malheureusement, les autorités françaises n'ont pas réussi dans leur plan. Ils ont échoué. Elles ont échoué plutôt. 67 ans après. Bon, 70 à maintenant, ça fait combien d'années? Quelque chose de 50 ans après.
50 ans après, voilà que le projet là est en train d'être ressuscité. Vous vous souvenez, à un moment donné, le président Ouattara disait qu'il n'avait pas affaire à des putschistes. Et récemment, la France, vous le savez très bien, a perdu le Mali, la France a perdu le Burkina, la France a perdu le Niger. Et les Américains sont en train d'avancer du côté de la Guinée, notamment à travers Rio Tinto. La France, donc, n'a aucune partition dans l'exploitation des minerais de fer ou des mines guinéennes, d'une certaine manière. Donc, ils n'ont pas grand-chose dans les mines de Guinée. Or, les premières études qui ont été faites sur ces réserves minières de toute nature, ce sont des Français qui ont réalisé ces études-là. Voilà aujourd'hui qu'ils n'ont pas de même mise, qui n'ont pas suffisamment de contrôle ou ils n'ont pas assez d'autorité ou en tout cas de gain dans l'exploitation des mines guinéennes. Maintenant qu'ils ont perdu le contrôle des autres pays-là, la France cherche à se positionner, à se repositionner en Guinée. À se repositionner en Guinée, eh bien, il n'y avait pas de certitude. Selon mon analyse, ils n'étaient pas sûrs que le régime de Conakry tienne jusque maintenant. Et puisqu'ils constatent maintenant que Mamadi Doumbouya a la volonté de se maintenir au pouvoir, vaille que vaille, contre vents et marées, eh bien, il faut mettre les chances de ses côtés. On passe donc par la Côte d'Ivoire pour inviter le président de la transition guinéenne pour mettre en place ce qu'ils ont qualifié d'un protocole d'accord, mettre en place un accord de coopération économique entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Mais cet accord, l'objectif principal que beaucoup de gens n'ont pas compris, que le président ivoirien a annoncé, c'est la construction du chemin de fer San Pedro-Monimba. Pourquoi le président ivoirien voudrait d'un chemin de fer qui quitte San Pedro aller à Monimba? Pourquoi? Posez-vous la question, pourquoi? Dans quel intérêt? Est-ce dans l'intérêt de la Guinée, dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire ou dans l'intérêt de la France qui a construit le port de San Pedro en 1970? Posez-vous la question. Posez-vous la question entre le Monimba et San Pedro, ça fait quelque chose de 400 km, au moins 400 km. Pourquoi maintenant là, le président Alassane Ouattara s'intéresse-t-il à la Guinée jusqu'à aller, n'est-ce pas, conclure un accord avec les autorités de la transition guinéenne pour un projet de construction d'un chemin de fer, donc des rails qui vont quitter San Pedro pour rallier le Monimba. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est le président Ouattara qui l'a déclaré. Tout le monde a suivi son discours. Pourquoi? Alors que, vous allez comprendre, le Libéria voisin, le Libéria a un port qu'on appelle le port de... comment on appelle? Le port de Buchanan. Le port de Buchanan a été construit par les Américains dans le cadre de l'exploitation de... Donc les Américains ont construit le chemin de fer qui quittait. S'il vous plaît, mettez les cœurs parce que je constate que le direct est en train d'être signalé. Les Américains ont construit le chemin de fer et le port de Buchanan dans le cadre de l'exploitation des minerais de fer du Monimba côté Libéria. Côté Libéria. Après des années d'exploitation, aujourd'hui, le chemin de fer là est tenu par une société qu'on appelle ArcelorMittal. ArcelorMittal, c'est une société anglo-indienne qui exploite aujourd'hui ces minerais de fer, comment dirais-je, ce chemin de fer qui a été construit dans les années 50. D'accord?
une société anglo-indienne qui exploite ça aujourd'hui. Dans un premier temps, quand Alpha Condé avait réussi à récupérer le Simandou, les blocs de Simandou, les partenaires, notamment même les Rio Tinto, avaient voulu que l'État guinéen accepte que les minerais de fer de Simandou soient exportés à travers le Libéria, parce que les infrastructures existent déjà au Libéria. Les rails du Mont Nimba, côté Libéria, sont à quelques 50 km de la Guinée, donc pour atteindre le territoire guinéen. Quelques 50 km. Et donc, Rio Tinto avait voulu utiliser, n'est-ce pas, les infrastructures portuaires et ferroviaires du Libéria pour exporter les minerais de fer de Simandou dans un premier temps. Chose que le gouvernement d'Alpha Condé avait catégoriquement refusé. Quand ils ont refusé cela, c'est là qu'ils ont tenu à ce qu'il y ait la construction du chemin de fer Monimba qui passe maintenant par Zérekora jusqu'à Fourekaria. C'est-à-dire, c'est Alpha Condé et son gouvernement qui ont tenu mort du cul à ce que le chemin de fer soit réalisé jusqu'à la construction d'un port en eau profonde du côté de Moribaya, dans Fourekaria. Parce que ça fait beaucoup plus de gains pour la Guinée que si ça passait par le Libéria. Donc on n'allait pas bénéficier de beaucoup de choses. Ce chemin de fer est en train d'être construit aujourd'hui. Même si on attribue tout cela au CNRD. Alors que le projet était bien en cours. Puisque dans un premier temps, Rio Tinto avait dit catégoriquement ne pas pouvoir faire le chemin de fer sur plus de 600 km. Et donc c'est là Alpha est allé chercher des partenaires. D'où la venue de Winning Consortium Simandou, qui ont promis justement de faire le chemin de fer. Rio Tinto donc dispose de quelques kilomètres de chemin de fer à réaliser. Le reste, c'est Winning qui s'est engagé à le faire. Bref, je parle de l'accord qu'il y avait eu sous Alpha Condé. Puisque le projet qui a été fait par le CNRD, on ne connaît pas le contenu, donc j'en sais pas. Mais voilà ce qui a été fait. Alors, figurez-vous que depuis les années 70, le port de San Pedro a été construit. Malheureusement, l'objectif pour lequel le port a été fait, cet objectif n'a pas été atteint. Cet objectif, depuis les années 70, n'a pas été atteint. Et dans une vision de géostratégie, de géopolitique, la France qui cherche justement à se repositionner en Guinée, notamment dans le cadre de l'exploitation des minerais de fer, essaie donc de passer par la Côte d'Ivoire pour inviter les autorités de Conakry, parce qu'ils ont les autorités françaises de maintenant savent que Mamadi Doumbouya est dans l'objectif de se maintenir au pouvoir. Il est en train de dérouler tout son plan allant dans ce sens-là, même si lui-même il sait pertinemment que il n'a pas l'étoffe nécessaire pour continuer à diriger la Guinée. Tout le monde sait ces 4 dernières années, disons, comment la Guinée est en train de patauger aujourd'hui. Ce qui se montre et ce qui se passe dans l'ombre, les gens ne le savent pas. C'est diamétralement opposé. On est un pays qui est confronté à assez de difficultés en termes de gouvernance. Donc on invite, bref, le président de la transition guinéenne pour venir venir à Abidjan. Donc il va à Abidjan et on établit un accord. On parle de la route de Lola à Danané. Vous savez que sous Alpha Condé, que ce projet-là, les deux présidents même se sont exprimés sur ça. Renseignez-vous, prenez par exemple la route, construction de la route Lola et Danané. Vous allez voir que le projet-là a été signé depuis des années et des années. Mais pourquoi ce projet a du mal à aboutir jusque-là? Mais aujourd'hui, le président Ouattara met ça met ça en lumière. On parle de cette route-là, on parle du tracé également des frontières entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, il y a quel conflit frontalier entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, je n'en connais pas. Mais on parle de la route Lola, Danané. Un ancien projet qui souffre. Jusque-là, il n'y a pas de financement pour réaliser ce projet-là. Jusque-là. Mais on vient greffer tout ça à l'occasion de la visite de Mamadi Doumbouya pour dire, ok, on va faire la route là et puis on va procéder au tracé des frontières avec une grande commission mixte entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, et on va faire aussi le chemin de fer San Pedro Monimba. Pourquoi? Dans quel intérêt? Donc la France, via la Côte d'Ivoire,
tente de récupérer son investissement de San Pedro, c'est-à-dire avoir le retour sur investissement dans le cadre de la construction du port de San Pedro depuis les années 70, qui a été un investissement jeté à l'eau parce que tout simplement le projet qui était visé, la vision qui a motivé les autorités françaises d'aller mettre les moyens pour construire le port de San Pedro, cette vision n'a pas été atteinte. Cet objectif n'a pas été réalisé. Et donc, 50 ans après, on essaye de faire ressusciter, n'est-ce pas, ce projet de San Pedro pour permettre à la France de bénéficier, c'est-à-dire que de revenir à son objectif initial qui était de disposer, n'est-ce pas, de minerais de fer du Mont Nemba, eh bien, que cela passe justement par San Pedro, et pour que ce port-là puisse être davantage valorisé et être encore rentable justement pour essayer d'avoir un retour sur investissement pour la République française. Voilà le schéma. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, ou s'il y a des questions pour que je puisse repréciser les choses. Ça, c'est mon analyse, en fait, parce que beaucoup de gens ne savent pas cela. C'est un fait d'histoire qui est en train d'être actualisé aujourd'hui. Et j'ai fait un article pour que les gens ils comprennent, peut-être que je vais lire l'article après. Mais voilà, grosso modo, ce qui se passe. Beaucoup de gens ne le savent pas également. Et pourquoi la Guinée va vouloir utiliser le port de San Pedro alors que la Guinée est en train de construire déjà un chemin de fer qui va quitter Beila pour aller à Moribaya? Pourquoi ne pas tirer ce chemin de fer de Beila maintenant, aller à Zérekore, à Lola, sur le Mont Nemba, pour que nous bénéficions grandement de l'exploitation de nos minerais de fer? Pourquoi ne pas utiliser nos propres infrastructures portuaires et justement ferroviaires pour exploiter les minerais de fer du Mont Nemba, qui est détenu aussi par un autre qui s'appelle Robert Freeland. Robert Freeland, c'est le cousin de Rio Tinto. Donc ça veut dire que les minerais de fer sont grandement détenus par les Américains aujourd'hui. Mais la France essaie de se repositionner pour récupérer la partie Nimba et exporter ces minerais de fer-là à partir de la Côte d'Ivoire. Y a-t-il une question ici? Question de précision pour ceux qui ne comprennent pas, hein, vous pouvez poser des questions, mais il faut épingler si possible pour que je puisse... attendez. Je pensais qu'il y avait une question là. D'accord. Que Dieu protège. Non, ouais, c'est pas ça. Rien d'étonnant. Non, c'est pas ça. Est-ce qu'il y avait une question? En train libre, vraiment, la Guinée en train... Ouais. Alors, il dit, vous ne trouvez pas bizarre que Mamadi ne traîne avec les valeurs de l'Occident, chemin de fer, là. Oui, justement, en fait, je pose la question là. Je dis pourquoi, c'est-à-dire que pourquoi les autorités guinéennes, le président de la transition, a signé un accord de coopération économique avec le président Ouattara, un accord qui prévoit la construction d'un chemin de fer entre, c'est-à-dire un chemin de fer qui va quitter le port de San Pedro pour aller sur le Mont Nemba. Dans quel intérêt? Posez-vous cette question. Le port, en fait, c'est ce que j'explique. Le port de San Pedro a été construit par les Français. Et l'objectif initial, c'était justement d'exporter les minerais de fer de Nimba à travers le port de San Pedro. Puisque cela n'a pas réussi jusque-là, et que la France est en train de perdre des territoires, des pays très importants dans le cadre de la coopération entre l'Hexagone et les pays africains qui disposent de matières premières qui doivent forcément ou nécessairement servir à la France, donc à l'industrie occidentale, et donc il faut se repositionner. Mais si la France vient directement vers la Guinée aujourd'hui pour tenter de faire quoi que ce soit dans le cadre de ce projet-là, est-ce que ça va réussir? Point d'interrogation. Et aujourd'hui, quel est ce président qui se trouve être un peu favorable à la politique française du moment dans la sous-région? Cela est connu, on dit que c'est le président Ouattara, et donc on passe par lui pour tenter de lancer un appât, n'est-ce pas, à Mamadi Doumbouya. Donc puisqu'ils savent qu'il n'a pas ce parcours académique pour
comprendre véritablement, il n'a pas une vision géostratégique ou géopolitique. Donc, il ne connaît rien dans ce domaine-là. Excusez-moi du terme, ce n'est pas pour le réduire, mais il n'en sait pas vraiment. La géopolitique, il n'en sait absolument rien. Il n'a pas de formation académique pour lui donner une certaine ouverture d'esprit sur cette histoire et sur les enjeux du moment pour comprendre véritablement pourquoi cet intérêt soudain, pourquoi cette invitation soudaine, pourquoi on voudrait construire un chemin de fer San Pedro-Monimba. Dans quel objectif réellement? Est-ce que cela serait à l'avantage de la Guinée? Point d'interrogation. Là où on a refusé d'exploiter les rails du Libéria qui étaient tout près, qu'on avait juste à tirer pour l'amener sur Simandou par Rio Tinto, pour exporter les minerais de fer là-bas, mais le gouvernement d'Alpha, le gouvernement déchu, a catégoriquement refusé cela, qu'il y ait les rails en Guinée parce que cela allait créer de l'emploi, un surplus donc dans le cadre de l'exploitation des minerais de fer pour la Guinée. Et donc aujourd'hui, à partir de la construction de ces chemins de fer qui quittent Beila jusqu'au port de Moribaya, s'il y a lieu d'exploiter Monimba demain ou après-demain, il suffirait juste de d'étendre le chemin de fer de Beila à Lola là-bas, ou encore le port de Buchanan du Libéria. Ça, c'est un port qui est à quelques 200 km de Lola. 200 km de Lola. Pourquoi on va construire un chemin de fer sur plus de 400 km alors qu'il y a des rails qu'on ne peut que tirer juste sur 50 km pour rallier à la Guinée? Pourquoi? Pourquoi on va par exemple refuser d'utiliser le port de Buchanan au Libéria pour prendre le port de San Pedro? Pourquoi? Dans quel intérêt? Posez-vous cette question. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Posez-vous la question. Sinon, en fait, on a parlé de la route de Lola juste pour noyer le poisson, pour détourner l'attention des gens. L'essentiel de cette visite-là, l'objectif principal, c'est justement le projet de chemin de fer San Pedro-Monimba. Tout tourne autour de ça. Tout ce qui a été dit après, tout ça là, c'est des... Non, c'est des choses secondaires. Voilà. Mais l'objectif principal, c'est le chemin de fer là. Je ne sais pas si vous comprenez ça. L'objectif principal, c'est ça. Et c'est ce qu'on ne dit pas. C'est ce que l'opinion ne sait pas. La France, à travers Ouattara, tente de rattraper son investissement sur la Guinée. S'il vous plaît, j'ai un appel là. Allô? Allô? Oui? Une minute, parce que je suis en live déjà. Ok, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, excusez-moi, hein. Bon, j'ai du respect pour les anciens. Donc, c'est un aîné qui m'appelle. Je suis obligé de répondre. C'est un grand frère qui m'appelle. Voilà. Je suis obligé de le répondre. Comme je le dis, si vous n'avez pas compris, quand même, voilà, posez la question. Il y a quelqu'un qui vient pour parler de graines de quoi? Je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Ouattara, non. Je demande des questions. Pourquoi le port de Moribaya est en construction? Mais, ça c'est une question. Ok, je vais répondre. Allô? Ok. Mhm. C'est vrai, je suis d'accord. Exactement, je suis d'accord. D'accord. Ok. Ah, il y a un cas de force majeure. Allô? Oui? Ça va? Très bien. Désolé, hein, désolé. Vous savez que j'ai pas l'habitude quand même d'interrompre
mes lives pour les appels, mais c'est des appels importants. Voilà. On ne va pas durer maintenant, mais je vous ai donné quand même la physionomie pour que vous compreniez. Aujourd'hui, les gens sont en train d'insinuer que c'est pour nommer Ouattara, comment dirais-je, Sidya Touré comme Premier ministre. Non, c'est faux. C'est faux, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir. Ça, c'est des spéculations sans importance. Mais l'objectif est, comme vous l'avez entendu, le discours qui a été tenu par le président Ouattara, c'est une visite d'amitié, mais essentiellement dans le cadre économique. Est-ce que vous allez publier l'enregistrement de ce livre, de ce live après? Ok, donc si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci, je vais publier. Si vous le souhaitez, je vais publier. C'est qui le dit? Mam Kaba. Ok, il n'y a pas de souci, je pourrais publier. Donc, grosso modo, c'est un peu ça la situation. Le cas de Sidya Touré, ça n'a rien de vrai, c'est des spéculations, c'est des insinuations. Sidya a quelques 80 ou plus. Maintenant, c'est un vieux, donc c'est pas sur lui on va se reposer pour venir récupérer la primature. Lui déjà, est-ce qu'il va accepter ça maintenant là? D'ailleurs, pour une transition, non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est des insinuations. Mais l'objectif, cette visite-là, la conférence de presse qui a été animée par les deux présidents, le président Ouattara a déclaré clairement que c'était pour renforcer l'axe de coopération économique Guinée-Côte d'Ivoire. Et cela passe par quoi? Les axes ont été énumérés. Donc, il a donné les différentes, comment dirais-je, les différentes ambitions, ou en tout cas les différents projets qui les intéressent. Il a parlé de la route Lola d'Anané. Je vais par exemple venir sur ce projet-là, me rappeler la route Lola d'Anané. J'avais fait un truc là-dessus il y a longtemps. Ça, c'est un vieux projet, vieux projet, il faut le dire. C'est sur une distance de 39,75 km, la route Lola d'Anané. Voilà, ça a été financé depuis, on a parlé en 2019, on parlait même de ça. Il y a même un article, peut-être que je vais voir le contenu là-dessus. Ça, c'est un vieux projet, mais donc le financement souffre. Et si, par exemple, le chemin de fer est construit de San Pedro à Monimba, l'argent peut-être qui va être injecté dans la construction de la route Lola d'Anané, cet argent-là sera récupéré également dans le projet de Monimba, dans le projet d'exploitation des minerais de fer de Monimba. Donc 39-40 km. On dit les premières couches de bitume ont été faites en 2019. Le projet, le financement, c'est 47 millions de dollars américains. Un projet qui est sous financement de la BAD, la Banque africaine de développement. Cette route-là. Mais figurez-vous, les premières couches qui ont été faites depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas fini. Pourquoi le projet retarde? Beaucoup de gens ne comprennent pas ça aussi. C'est pourquoi je me pose la question, comment les gens réfléchissent? Parce que le CNRD annonce des projets aujourd'hui, les gens ils disent, ah ouais, donc on a annoncé un projet de tel nombre de milliards, tel nombre de millions de dollars. Mais posez-vous la question, en 2022 tout près, l'AFD était venu annoncer le financement de la construction d'une décharge du côté de Koya, c'est-à-dire que un dépotoir d'ordures pour déplacer Dar Salam. D'accord? Déplacer Dar Salam. On a parlé d'un financement, d'une enveloppe de 50 millions de dollars. 2022, la construction du plus grand dépotoir d'ordures de Conakry. Donc la décharge de Dar Salam allait être déplacée du côté de Koya. Ça a été annoncé. Il y a eu des visites. Le ministre Mori Kondé, à l'époque, était allé sur le chantier avec la représentation diplomatique française et d'autres responsables de l'AFD. Ils sont allés sur le terrain là-bas. Où en sommes-nous? Aucun financement n'est tombé. Le projet est où? Ce qui se dit et ce qui se fait, c'est diamétralement opposé. On peut par exemple annoncer 20 milliards pour la Guinée, mais pour parvenir à décaisser les 20 milliards pour la Guinée, c'est tout à fait des problèmes. Notre capacité d'absorption est très très limitée, très très réduite, parce que le décaissement, les finances publiques, ou en tout cas la coopération financière internationale, c'est pas comme le CNR le fait, aller sortir les francs guinéens à la Banque centrale, donner à qui il veut. Non, c'est pas comme ça, ça se passe pas comme ça. Ça obéit à un certain nombre de règles, à une réglementation rigoureuse, que lorsque cela n'est pas respecté, l'argent ne peut pas être décaissé.
Ça fait d'ailleurs que la plupart des enveloppes ou des financements qu'on annonce sous le CNRD, les gens ils pensent que c'est l'argent en liquidité qu'on envoie. Non. Sinon, posez-vous la question, toutes ces années, les milliards qui ont été annoncés, ou les centaines de millions de dollars qui ont été annoncés à la Guinée, si on avait eu tous ces montants-là, est-ce qu'on serait à ce niveau aujourd'hui? Non. Donc il y a ce qu'on annonce, promettre quelque chose et parvenir à la réalisation de cette chose-là, ça fait deux. Parce que si les exigences ne sont pas tenues par les autorités, les partenaires qui mettent leur argent ne vont pas accepter d'investir. Ça, c'est clair comme l'eau de roche. Donc, on se détrompe. On annonce, récemment, on parlait de 500 millions d'euros, qu'un projet de financement, un projet de prêt ratifié par le CNT, qui a été promulgué par le président de la transition. Est-ce qu'on va parvenir à décaisser tout ce montant-là? Gros point d'interrogation. Et d'ailleurs, les gens, ils ne comprennent pas. Ça, c'est un prêt qui a été fait à une banque chinoise également. L'État chinois a donné son accord et tout. Mais il y a le prêt de 20 milliards contre les mines qui sont là. Et donc, on est en train de nous endetter. Dans un pays qui est dominé par la corruption, on est en train d'endetter les futures générations. L'argent qui est souvent emprunté ne sert pas à la cause pour laquelle ça a été emprunté. Et finalement, on a la corde au cou. Posez-vous la question, les 5 000 milliards qui ont été pris à la BCRG, les réserves obligatoires des banques primaires. Qui sait aujourd'hui? Quelqu'un peut m'informer comment le gouvernement de transition, comment le CNRD a utilisé ces 5 000 milliards? On n'a aucun compte rendu là-dessus. On ne sait pas où est-ce que ça a été investi et comment ça a été fait. On ne sait pas. Donc, cette visite-là, et comme je vous l'ai dit, le projet, la route Lola Danané, c'est un vieux projet. Et le 19 novembre 2019, le président Alpha Condé avait donné des instructions fermes à des ministres du pôle économique pour faciliter, faire tout à ce que ce projet-là soit réalisé le plus tôt que possible. Donc, eh bien, on dit il a donné en effet de prendre toutes les dispositions nécessaires à la levée des obstacles en rapport avec le projet d'infrastructure routière Lola Danané, ainsi que celui de Bokeh Kebo, ça c'est en cours aujourd'hui encore. Et tout ça c'est sous Kebo, Guinée-Bissau, tout ça c'est sous financement de la BAD. Donc on revient sur ça aujourd'hui, alors qu'on parle de ça depuis 3, ça donne 6 ans ou 7 ans presque maintenant. Mais on vient ressusciter tous ces projets-là. Mais l'objectif principal, eh bien écoute, Mamadi, on va construire le chemin de fer San Pedro, Monemba, et puis voilà. Donc c'est la France qui est en arrière-plan. C'est tout, pas plus, pas moins. Pour payer le truc. Bon, bref, c'était ça. Je vais vous laisser. Il y a d'autres sujets que je voulais développer, mais comme je l'ai dit, j'ai un autre programme. On se reprendra. On se reprendra. Mamadi a été invité. Le seul objectif de la visite d'État en Côte d'Ivoire, c'était justement d'avoir son accord pour la construction d'un chemin de fer d'Anané, c'est-à-dire San Pedro, Monemba, dans le cadre justement de l'investissement français qui a été fait dans les années 70, comment récupérer cet investissement toujours dans les minerais de fer de Simandou, du Monemba, c'est l'objectif, et donc il fallait réactualiser cela. Pas plus, pas moins. Si y a d'autres questions, je vais publier l'article que j'ai déjà fini, je corrige l'article, je mets en ligne, avec tous les détails possibles, vous allez comprendre. Merci. Et il y a d'autres sujets, on va développer ça dans un autre live, peut-être après ou demain ou après-demain, je ne sais pas, ça dépendra. Merci à toutes et à tous, bonne soirée, et chez vous, où que vous soyez à travers le monde.